de la forêt amazonienne, Almir et les siens partent chasser sur leurs terres ancestrales. Mais sans flèches et sans machettes. Aujourd'hui, le gibier sera inhabituel. Les hommes de la tribu Suruí vont pister les crédits carbone. Sur mon téléphone, j'ai une application de recueil de données. On l'utilise pour prendre les informations sur les arbres. Dans chaque parcelle, on mesure les diamètres des arbres, la taille et si l'arbre est à l'ombre ou non. On utilise ça pour relever ces informations. Et les biologistes qui travaillent avec nous vont ensuite déterminer la quantité de carbone qu'ils absorbent. Notre travail, c'est de prendre ces données pour chaque arbre. C'est Almir, le chef des Suruí, qui a décidé de faire appel au programme REDD, élaboré en 2008 au sommet de Bali. Les forêts sont de gigantesques absorbeurs de carbone. Le programme offre une compensation financière à ceux qui préservent ces lieux de captation de CO2. En chef avisé de sa réserve, Almir a passé un contrat avec une société brésilienne qui lui rachète ses crédits carbone. Le montant de la transaction est secret, mais les réserves en crédit carbone des Suruí sont estimées à 29 millions d'euros sur 30 ans. Le premier peuple indigène a utilisé cette technologie à faire ses vérifications, à accompagner ce type de travail. Eh bien, c'est le peuple Suruí. Depuis 4 ans donc, les Suruí relèvent, comptabilisent et mesurent leurs forêts. Ils pourraient se contenter de faire comme avant, d'observer et de dire, mais aujourd'hui, ça ne suffirait plus. Nous sommes aujourd'hui dans 2 cultures différentes. Vous, comme non-indigènes, vous allez comprendre et respecter notre savoir seulement quand il aura été réellement prouvé scientifiquement. Vous ne croyez pas au savoir indigène. Donc, cette technologie nous permet de prouver scientifiquement l'évolution de notre territoire. Technologie et tradition. Le portable dans une main, un sanglier dans le coffre. 2 moyens de survie pour sa tribu. Almir sait bien que son monde est menacé. Dès qu'il s'écarte un peu de sa réserve, c'est la désolation. Il y a 5 ans, ici, il n'y avait que de la forêt. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des pâturages, comme vous pouvez voir. Le bois amazonien, c'est beaucoup d'argent. Une belle grume peut se vendre plusieurs milliers d'euros. Du coup, au fin fond de l'Amazonie, le bois génère avidité, corruption et violence. Les bûcherons clandestins font des ravages. La police intervient fréquemment, comme ici, pour saisir des coupes illégales. Mais le mitage de la forêt amazonienne progresse inexorablement. Almir veut défendre ses terres et la forêt qui a toujours fait vivre son peuple. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il est régulièrement menacé. Faute de crédit, l'État vient de lui retirer son escorte policière, ce qui l'inquiète. Mon père me disait que la peur est une sagesse. Parce que quand on a peur, on est plus attentif aux choses qui nous entourent. Il n'y a que dans leurs réserves qu'Almir et les siens soient à peu près en paix. Ils en sont propriétaires depuis une loi de 1983 qui a permis du coup à un morceau de l'État de Rondônia d'échapper à la déforestation. Chez les Suruí, c'est toujours vert foncé. Autour, c'est vert clair, sans un arbre. C'est la terre des hommes blancs. Ils sont arrivés ici il y a 43 ans. Les Suruí, jusqu'alors, n'en avaient jamais vu. Ici, c'est la terre de la première rencontre du peuple Suruí avec les Blancs. C'était en 1969.
Anini avait tout juste 14 ans et les Suruis étaient alors environ 5000. Un an plus tard, 290 seulement avaient survécu aux épidémies et aux affrontements. Le monde d'Anini avait disparu. On a appris beaucoup de choses de l'homme blanc. On a appris tellement de choses qu'on ne connaissait pas. La souffrance est apparue et il y a eu beaucoup de préoccupations. Il a fallu travailler. On n'avait pas ça dans le village. On avait nos fêtes, on avait nos danses et nos traditions. Seulement ça. Quand ils sont arrivés, on a vu beaucoup de choses. Les envahisseurs, les menaces, les coupeurs d'arbres, les chercheurs d'or, tellement de choses. Et les persécutions ont commencé. La loi brésilienne protège aujourd'hui les Indiens, mais l'État continue à développer l'Amazonie. Et les Blancs gagnent tous les jours du terrain sur la forêt. Partout des routes, des lotissements flambant neufs sur des parcelles non autorisées, des rêves de consommation et de richesse, à l'exact opposé des préoccupations des défenseurs de la forêt primaire. Pour survivre, petits et grands éleveurs ont besoin de pâturage, pas de forêts impénétrables. Ambiance de Far West, haine de l'Indien comprise. Les Indiens peuvent abuser. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Déboiser, mettre fin aux routes, à la forêt. Ils ont le droit de tout détruire. Le blanc, lui, ne peut pas. S'il prend un peu de bois, la police vient, il part en prison. Mais l'Indien, non. C'est ça que je ne comprends pas. Ça devrait être pareil pour tout le monde. Comment les Indiens font-ils pour s'acheter des grosses voitures? Avec quel argent s'ils ne travaillent pas? Comment ils réussissent à s'acheter des 4x4? Le gouvernement paye une pension à chacun d'eux. Maintenant, ils ont ça. Mais d'où vient tout leur argent? Cela fait longtemps que les Suruis se sont organisés par eux-mêmes. Ils ont par exemple monté cette coopérative qui commercialise légalement les produits de leur forêt. Et désormais, ils savent où ils vont. Almir a mis en place un plan de 50 ans. Union, développement durable, renforcement de l'identité ethnique, éducation et santé. Les Suruis ne veulent plus vivre en dehors du monde. Il y a 5 ans, Almir est parti en Californie. Il a réussi à négocier un accord de coopération avec Google, qui a offert logiciels et mobiles. Le gouvernement a fourni des ordinateurs tout neufs et les Suruis peuvent désormais gérer leurs réserves forestières, populariser leur savoir et médiatiser leurs combats. On ne peut pas rester à l'écart de ce processus. Impossible. Sinon, comment on affronterait les défis? Comment on ferait face aux pressions politiques, économiques, technologiques? C'est ça qui est important. On ne peut pas rester immobile, ça n'existe pas. J'ai déjà dit qu'on est au XXIe siècle. L'école du village a un petit air de Silicon Valley, ou presque. Vous utilisez aussi Internet? Non. Nous, les anciens, on l'a juste amené ici. C'est pour le futur. Le combat des Suruis est devenu visible. Ça les protège. 43 ans après la première rencontre, ils ont retrouvé un peu de sérénité, tant que braconniers ou pilleurs de bois ne font pas d'incursions armées sur leurs réserves. Quand ils ne sont pas à l'école, les enfants peuvent ainsi profiter de leur paradis retrouvé. Des enfants, il y en a de plus en plus. Les Suruis étaient 290 en 1970. Ils sont désormais près de 1400. Avant, quand on voyait un blanc dans la forêt, les indigènes se défendaient avec des arcs et des flèches. Ils voyaient un blanc, ils attaquaient tout de suite. Aujourd'hui, on tente de se défendre de la meilleure manière possible, avec le projet des crédits carbone.
Almir est le chef coutumier de 4 clans et de 24 villages. Il a pris la succession d'Itabira, qui a vu l'arrivée des Blancs et qui a vu aussi Almir faire évoluer sa communauté. Il sait que le jeune chef a fait les bons choix. Sans éducation, les Surui mourraient. On a notre éducation, mais il faut aussi qu'on ait la même éducation que celle des Blancs. Parce que les Blancs, ils respectent les lois écrites. Donc, on a besoin de la scolarité pour pouvoir rappeler ces lois aux fermiers, au gouvernement, aux bûcherons. C'est notre arme à nous. Ils en ont d'autres, comme de savoir renouer avec leur vie d'avant. Pour saluer les Blancs qui leur ont rendu visite, ou pour souhaiter bon voyage à leur chef, qui doit partir quelques jours. Almir dit toujours qu'il ne se bat pas que pour lui. C'est sa forêt, bien sûr, mais elle est indispensable à tous. Le chef tribal des Surui désormais l'explique dans le monde entier. Et à chaque voyage, en survolant l'Amazonie qui se désertifie, il se dit que tout cela est de plus en plus nécessaire.